Aujourd'hui, on va parler d'un film tellement culte pour moi que j'ai même son adaptation en comics. Et si vous savez lire, vous remarquez que c'est écrit en espagnol, c'est dire depuis le temps que je l'ai ce machin. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Cette fois-ci nous remontons en l'année 1989 parce que c'est cette année-là qu'est sorti un film que j'adore, à savoir Batman de Tim Burton. Et quand je dis que j'adore ce film, c'est plus que je l'adore, c'est un film culte pour moi, je veux dire, c'est un de ces films dont je me rappelle pas la première fois que je l'ai vu, un peu comme Superman, c'est le film pionnier de super-héros avec Superman, c'est le mais au pluriel ça fait les, mais c'est énorme, à une époque, pendant très longtemps, il n'y avait que deux films de super-héros, pratiquement, pour moi, c'était Batman et Superman. Deux films totalement différents, mais deux films fondamentaux, deux films immanquables. Deux films, surtout en ce qui concerne Batman, qui a influencé Batman pour la suite. Je veux dire, Nolan n'aurait pas fait le Batman qu'il a fait s'il n'y avait pas eu Tim Burton au niveau de l'armure, du costume, par exemple. Bref, un film que j'adore. Donc, à la base, quand ils se sont dit qu'ils voulaient faire un film Batman, ils se sont dit on va revenir à l'idée de base, c'est-à-dire l'idée d'un Batman plus sombre, plutôt que celui de la version des années 60, duquel on a déjà parlé, je vous le rappelle, pour si jamais il y avait un petit doute à ce sujet-là. Donc quelque chose de plus sombre, tel qu'avait été plus ou moins pensé par Bill Finger et Bob Kane, donc un Batman beaucoup plus dark, et donc beaucoup plus d'actualité en ce qui nous concerne actuellement. Mais évidemment, c'était pas l'idée globale qu'il y avait encore de Batman à l'époque. Alors oui, dans les comics, il y avait déjà eu un renouveau, un fort renouveau, d'abord avec Neil Adams et ensuite grâce à Frank Miller, ce qui fait que Batman était déjà en train de redevenir un peu plus dark, tant mieux, et c'est, je pense, ce qui a permis au film d'exister en tant que tel. Il faut savoir que justement, lors de la production, il y avait un peu des débats là-dessus, comique, pas comique, comique, pas comique, et Tim Burton lui-même voulait en faire un film un peu comique, en fait, à la base. Alors peut-être pas une comédie grasse comme est le film des années 60, mais plutôt un truc avec des touches comiques, par exemple, que le personnage il dise de la merde, il sort des petites phrases, des petits trucs un peu à la Spider-Man, vous voyez, des petits trucs pas forcément aussi gros, mais quand même une comédie. Il faut savoir que Tim Burton n'a jamais lu Batman. Pourquoi? Parce que comme Monsieur Tim Burton est dyslexique, il avait de la peine à lire les cases dans l'ordre, les bulles dans l'ordre et tout ça, ce qui fait qu'il n'était pas très formé à la lecture des comics. Et forcément, c'est pour ça que quand il a fait Batman, finalement, il en a fait son truc à lui, et c'est aussi pour ça que certains le critiquent, parce qu'ils trouvent que, justement, ça ressemble pas forcément 100% au Batman des comics, mais comme j'ai dit, le Batman des comics, c'est un grand terme. Pour la petite histoire, au casting, on a Michael Keaton, et à cette époque, Michael Keaton, c'était surtout un acteur de comédie. Et d'ailleurs, quand ils ont appris ça, les fans, et ben ça a gueulé sur le web. Non, ça n'existait pas, le web, à l'époque. Mais ça a gueulé, ça a gueulé, ça a gueulé. Il paraît que Warner Bros a reçu quelque chose comme 50 000 lettres pour se plaindre de ce choix de casting, parce qu'ils se sont dit, ça va être une parodie, ça va être n'importe quoi, on veut un Batman, blablabla. Ça a gueulé, ça a gueulé, ça a gueulé. Et ouais... Internet, ça n'existait pas. Par contre, ça, oui, ça existait déjà, vous en faites pas. C'est pas nouveau. Et pour calmer un peu cette inflammation, c'est même pas inflation, on va dire cette inflammation de haine envers le film, ils ont eu la bonne idée de diffuser un petit teaser de 90 secondes au cinéma, une fois, je crois que c'était à Los Angeles, ou en tout cas en Californie, juste avant un film. Et il paraît que ce teaser a fait boum. Il a fait un buzz, comme on l'appelle couramment. Les gens ont adoré, mais à un point assez monumental. D'ailleurs, ce même teaser passait, comme tous les teasers, trailers, parfois avant un film, et il y a des gens qui payaient leur place de cinéma rien que pour le revoir, et après ils foutaient le camp du cinéma. C'était juste pour aller revoir ce teaser, parce que ça hypait. Et oui, vous croyez que c'est récent, ça aussi? Eh ben non, c'est pas récent. Pour la petite histoire, ce teaser était devenu quelque chose de relativement recherché après chez les fans. C'était devenu une pièce de collection. Bon, alors maintenant, avec Internet, c'est peut-être plus facile de le trouver, mais pour vous dire que, ce que vous vivez maintenant avec, je sais pas, avec un Avengers Endgame, si vous voyez la vidéo plus tard, vous pouvez imaginer, hein, ou alors d'autres délires du genre, et ben en fait, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau, ça existait déjà les gars, vos parents l'ont déjà fait. Retour sur le casting, on a la tête d'affiche. Bah oui, parce qu'un peu comme pour Superman, la tête d'affiche, en fait, le rôle principal, c'est le méchant. Et ici, c'est le Joker qui est interprété magnifiquement par Monsieur Jack Nicholson, duquel d'ailleurs c'est une des interprétations préférées, parce qu'il était libre de faire toutes les clowneries qu'il voulait, donc c'est un de ses personnages qu'il a préféré jouer. Ça ne nous étonne pas trop, disons les choses comme elles sont. Pour la petite histoire, il paraît que Jack Nicholson, à la base, malgré tout, il était un petit peu réticent sur le rôle. Et justement, ils ont eu la bonne idée, Warner, enfin la bonne idée entre guillemets, de proposer le rôle à Robin Williams.
Et ils ont dit à Jack Nicholson, écoute, de toute façon, si tu refuses, c'est pas grave, il y a Robin Williams qui accepte. Donc Jack Nicholson n'étant pas content, il a dit, bon bah puisque c'est comme ça, je le fais. Et c'est Robin Williams qui s'est fâché parce qu'il a dit, attendez, vous m'avez utilisé là. Et du coup, Robin Williams s'était vexé avec la Warner et avait refusé de tourner avec eux pendant un bon moment. Dans le rôle de la demoiselle, on a Kim Basinger. Pour la petite histoire, à la base, ça devait être Michelle Pfeiffer qui devait interpréter le rôle, mais comme il se trouve que Michael Keaton et Michelle Pfeiffer, ils venaient de sortir d'une relation de couple et que ça avait pas forcément très bien fini, ils ont essayé de faire en sorte que ça n'ait pas lieu, donc ils ont pris Kim Basinger. Pour la petite histoire, dans Batman Returns, c'est bien Michelle Pfeiffer qui a été prise, et monsieur Michael Keaton, cette fois-ci, s'il vous plaît, comportez-vous en professionnel. Donc voilà, j'ai déjà balancé toutes les anecdotes que j'avais à dire, j'ai même pas encore commencé à parler du film. Alors pour la note, c'est impossible à donner. Le film, il est pas parfait, il est loin d'être parfait, mais comme je vous ai dit, c'est un film immanquable pour moi. Donc, comme il n'est pas parfait, mais qu'il est immanquable, je vais lui donner 9 sur 10, et puis YOLO pour ceux qui sont pas contents, puis voilà. 9 sur 10. J'adore ce film, c'est mon film, c'est mon Batman. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Je rappelle quand même que ce Batman-là, comme j'ai dit, je pense, a eu des influences sur les comics, je dis je pense parce que je ne suis pas forcément un expert, et surtout, il a eu une influence aussi sur la fameuse série animée, la légendaire série animée qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ce Batman-là. D'ailleurs, la musique est la même, peut-être un peu changée, puisque c'est une personne qui travaillait dans l'orchestre de Monsieur Danny Elfman qui a fait la musique de ce film. Donc, autant vous dire que, voilà. Puisqu'on a parlé de la musique, on va commencer par parler de la musique. En fait, il n'y a rien à dire, elle est juste parfaite la musique de ce film. Mon Dieu, ce qu'elle est bien. Mon Dieu, le thème de Batman, qu'est-ce qu'il est fantastique. C'est pas une musique, c'est le thème de Batman. C'est pas possible autrement. Je veux dire, même si vous regardez la trilogie Dark Knight et vous aimez la musique, c'est pas pareil. Bon, déjà, c'est pas la même époque, c'est pas la même manière de faire, je vais revenir là-dessus tout de suite, mais c'est pas pareil. Tu ressors du film, tu dis, ok, il y a une musique, mais ça, c'est le thème de Batman. C'est-à-dire, tu vois Batman, c'est ça. C'est ce côté un peu sombre, lugubre qui ressort de ça. Et il le fait magnifiquement bien, Monsieur Danny Elfman. Monsieur Danny Elfman, d'ailleurs, qui a travaillé énormément avec Monsieur Tim Burton, pour pas dire pratiquement sur tous les films. Faut dire aussi que la manière de faire les musiques dans les films de l'époque et actuelle n'est pas la même. On a de moins en moins un gros thème orchestral qui va te rester dans la tête et qui va vraiment représenter le film. Ce que je veux dire, c'est que la même année que ce Batman, il y a eu par exemple Les Aventuriers de l'Arche perdue. Un autre thème musical, poum, qui nous est resté dans la tête. Alors vous me direz, il y a plein de films qui sont sortis et ça n'a pas été le cas, mais rares sont les films où on joue tellement fort sur cette musique avec un côté vraiment pour être mis en avant et pour rester dans la tête. De nos jours, ça se fait de moins en moins. Même un type comme Hans Zimmer, il ne fait pas ça. Alors, il y a celui qui a fait la musique de Pirates des Caraïbes, je sais que Hans Zimmer était lié à la musique de Pirates des Caraïbes, mais je crois que c'était un type de son orchestre ou un truc comme ça qui l'a fait, qui lui a joué cette carte et c'est pour ça que la musique nous est restée. Mais en règle générale, de nos jours, c'est une musique qui est plus discrète. Personnellement, j'adore quand le thème te reste dans la tête. Parce que c'est bien, parce que c'est fort et parce que ça représente le film. Donc, Batman, je kiffe. À tel point que personnellement, quand je lis un comic book de Batman, j'ai forcément cette musique dans la tête. Celle-là est quand même une autre qu'on entend dans la série d'animation, mais qui en fait est complètement dans la continuité, donc voilà. L'autre très gros point fort de ce film, c'est la production design. Et c'est facile à dire parce qu'en plus le film a gagné l'Oscar pour cela. Mais quand je dis que c'est très bien fait, c'est que c'est excellemment bien fait. La ville de Gotham est magnifique. Alors bien sûr, elle a un petit peu vieilli, mais elle a vraiment ce côté gothique, ce côté ville tentaculaire et tout ça. Alors là où Christopher Nolan en a fait une ville normale, il a fait New York quoi, et là où Joel Schumacher est allé un petit peu trop loin dans le côté disco et un petit peu trop foufou, je trouve qu'ici on a un côté vieux film noir quand même qui ressort et qui aide vachement à servir le film. D'ailleurs, précisons tout de suite que Batman a toujours été un petit peu film noir, hein, donc c'est pour ça que c'est normal qu'on retrouve cette ambiance, et c'est très réussi. J'ai envie de parler de la Batmobile. La Batmobile dans ce film, elle est fantastique. Il faut savoir que c'est une vraie voiture, ils ont vraiment construit cette voiture. Hein. Alors, bon, pour se garer, c'est peut-être pas la plus pratique du monde, on est bien d'accord, mais elle est magnifique, elle est fantastique. Elle était moderne, tout en étant stylée, elle était pleine de gadgets, pleine d'armes. Tout le monde veut cette Batmobile. Moi je la veux, d'ailleurs je l'ai enjouée normalement. Petit instant. Ah ah, j'ai retrouvé ma vieille Batmobile enjouée. Regarde, là c'est flou. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, il n'a pas le logo hein, là dans le film. Mais regardez ça. D'ailleurs, dans la série d'animation, ils ont gardé la même forme, sauf qu'ici ils ont simplifié. Mais c'est cette Batmobile là. Désolé, la caméra n'arrive pas à faire le point. Vous voyez, ici avec les petites hélices, la sortie là ici pour faire le feu. La Batmobile, elle est géniale. Elle est fantastique cette Batmobile. C'est la plus belle Batmobile. Là, je suis désolé, Christopher Nolan, il en a fait un tank, c'est peut-être plus réaliste d'une certaine manière, mais moi je préfère cette Batmobile là, largement. Dans le film, on a aussi, alors je sais pas comment on doit l'appeler, le Batwing, le Batplane, ou je sais pas quoi. On a donc ceci là, hein, que je vous montre tiré du comic book. Hein.
qui est fantastique aussi. Bon, il se fait détruire un peu comme de la merde. D'ailleurs, je profite, je vous le dis déjà, pourquoi est-ce qu'il se fait détruire comme de la merde? Alors, Batman fonce sur le Joker, d'ailleurs Nolan a repris ça quand Batman fonce avec sa moto sur le Joker. Il essaye de lui tirer dessus, ça tire à côté, et là le Joker il sort avec son super long pistolet, et il tire sur le Batplane qui s'écrase comme une merde. Et là tu fais quoi? Tu te fous de ma gueule? Il est trop beau ce machin, et il est détruit comme une merde, là, qu'est-ce qui se passe? Pour la petite histoire, à la base, il était prévu qu'il y ait un tank caché, en fait, et que c'est ce tank qui tire sur le Batplane et qui le détruise. Pour manque de budget, ça n'a pas été fait. Vu le personnage du Joker, on peut quand même estimer que son flingue n'est pas juste une petite balle à la con, mais que ce soit en effet un truc différent, donc ça va, c'est crédible malgré tout, même si ça fait un peu chier, disons les choses comme ça. Le costume de Batman, il faut qu'on en parle parce qu'il est beau, il est magnifique, avec ses abdos là bien marqués. Il paraît-il que c'est un moule de Schwarzenegger, enfin ça c'est une légende qui se raconte, comme quoi il l'aurait moulé sur Schwarzenegger. Mais bon, Michael Keaton ne ressemblait pas à ça, mais ça aide à en jeter, ça aide à donner du caractère au personnage. Il a de la présence, je dirais pas qu'il fait peur, mais on est dans cette idée-là. Et franchement, il est magnifique ce costume. Franchement, il faut dire ce qui est. Je rappelle que jusqu'avant, c'était le Batman des années 60, c'était le costume de toile. C'est la première fois qu'on a un costume en armure de Batman, et il est fantastique. Voilà, simplement fantastique. Alors bon, par contre, il a des défauts. C'est que la mobilité s'en ressent dans les scènes de combat et tout ça. On sent qu'il n'arrive pas à bouger. Déjà, il n'arrive pas à tourner la tête. D'ailleurs, Nolan a aussi fait une blague à ce niveau-là. Il faudra un costume dans lequel j'arrive à tourner la tête. Il n'arrive pas à tourner la tête. Et il y a certaines scènes dans lesquelles ça se voit. Par exemple, au bout d'un moment, au début, je raconte le début, quand Batman, il prend Jack Napier, ou Jack Napier, comme disent certains, comme ça, et puis il y a un type qui menace le commissaire Gordon et il lui fait « Lâche-le !» Tu vois qu'il fait je peux pas tourner la tête, c'est pas genre qu'est-ce qui se passe? Il peut pas, tu vois qu'il a Ou alors quand il se tourne, il doit tourner tout le corps. Et après il avance. Ou alors quand il veut regarder vers le haut, il peut pas juste lever la tête, il faut qu'il fasse avec tout son corps pour regarder vers le haut. Bref, le costume est magnifique, mais il a dû être difficile à porter. Pour la petite histoire, Michael Keaton souffrait de claustrophobie et donc il a détesté porter ce costume et donc il a essayé de se servir de cette peur pour justement la faire ressortir sur son visage et donner ce côté impressionnant de Batman. Faut croire que le salaire était pas mal parce qu'il a signé pour un deuxième film quand même. Le Joker de ce film est un Joker très intéressant. Ce film se permet de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un comic book Batman. Ou du moins, à part dans un Elseworld, mais bon, on peut considérer ce film lui aussi comme un Elseworld des comics d'une certaine manière. C'est que non seulement il te raconte l'origine du Joker, une origine du Joker, mais il le tue à la fin. Ouais, désolé, je vous ai spoilé un film de 89. Il le tue à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient prévu plusieurs fins possibles. Une, c'était que le Joker s'échappe, simplement parce qu'ils se sont dit le film va cartonner, alors on le laisse s'échapper pour pouvoir faire une suite, hein. L'autre possibilité, c'était qu'ils l'amènent à l'asile d'Arkham, et finalement, ils ont pris l'option où ils tuent le Joker. Et personnellement, je trouve que c'est une chose très intéressante, parce que on a une conclusion à ce personnage du Joker. On a une conclusion, c'est le truc qu'on verra jamais de notre vie dans les comic books, ni où que ce soit, mais là, le film a une conclusion. Il a un début et une fin, à ce niveau-là. Moi, je trouve ça cool. Pour la petite histoire, si le Joker s'appelle en civil avant de devenir le Joker Jack Napier, et que beaucoup de collègues, j'ai déjà vu sur internet, appellent Jack Napier, je sais pas pourquoi. Napier, ça peut être en effet d'origine française, mais aux États-Unis ça arrive souvent d'avoir des origines, vous savez. Donc Jack Napier, comme ils disent. En fait, Napier c'est le nom, Alan Napier c'est le nom de l'acteur qui interprétait Alfred Pennyworth dans la série des années 60. Donc ils ont repris le nom de famille et ils ont rajouté le Jack de Jack Nicholson. C'est pour ça qu'il s'appelle Jack Napier. À part ça, le Joker qu'on a dans ce film est un Joker intéressant parce qu'il a d'un côté un côté mafieux, surtout au début, il a un côté dangereux parce qu'il tue des gens froidement, et il y va, je veux dire, il a pas peur, donc il a ce côté dangereux, c'est vraiment un type que, voilà, il faut arrêter ou alors il faut pas trop fréquenter. Et il a aussi ce côté justement un peu humoristique, deux, trois petites blagues, deux, trois trucs de temps en temps qui fait que tu sais pas trop où il en est. Jack Nicholson a interprété ce rôle et c'est pas un rôle qui a marqué pour rien parce qu'il est vraiment exceptionnel. Alors certains diront il ressemble pas à celui du comics, ou il est comme ci, ou il est comme ça. Je rappelle que dans les comics, des Jokers, il y en a eu plein. Moi je me souviens, j'en avais lu un il y a très longtemps, où le Joker en fait, il était tout maigre comme ça, et en fait c'était une tête de mort en fait son visage. Donc c'était entre le clown et la tête de mort, c'était d'ailleurs super intéressant. Donc ça dépend des comic books, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Bon, on va aborder un petit point faible, c'est le personnage de Kim Basinger. Et il n'est pas très intéressant, disons les choses comme elles sont, elle est là, c'était l'époque, on va dire que c'est la demoiselle du film, c'est-à-dire Batman versus Joker, et puis il y a une demoiselle au milieu. C'est pas hyper intéressant, c'est pas hyper bien développé, disons que les choses comme elles sont, c'est pas oufissime, bon, c'est pas qu'elle fasse mal, c'est pas que, voilà, mais voilà, le personnage n'est pas extraordinaire. Est-ce que vous saviez, pour la petite histoire, que Kim Basinger voulait faire une apparition toute nue dans le film? Alors j'ai entendu plusieurs variantes, certaines disaient qu'elle voulait juste être en petite tenue et d'autres qu'elle voulait être à poil.
Il paraît que certains étaient pour, d'autres étaient contre. Michael Keaton était contre parce qu'il disait que justement ça allait faire monter l'interdiction aux enfants de regarder le film, et puis c'est quand même un film de super-héros, un truc qui travaille l'imaginaire des enfants. Jack Nicholson, lui, il était à fond, il a fait wouhou, à poil. On l'a pas eu, désolé. Un autre défaut pour moi, c'est la scène où Bruce Wayne, et je dis bien Bruce Wayne et non Batman, rencontre le Joker à l'appartement de Vicky Vale. Pourquoi ça? Parce que il se met une plaque en métal toute petite sur le corps et il se fait tirer dessus par le Joker. Ouais, mais heureusement qu'il t'a tiré sur la plaque, hein, parce qu'il aurait pu tirer à 3 millions d'endroits, mais bon, heureusement, il a tiré là, voilà, ça c'est un des défauts du film. Un autre défaut du film, puisque je suis en train d'enchaîner les défauts, eh ben c'est que, je vous ai dit que la musique de Danny Elfman était fantastique, oui, mais le truc c'est qu'à l'époque, pour vendre les films, ce qu'on faisait beaucoup, c'est on demandait à un artiste reconnu de faire une musique plus pop, on va dire, je dis pop dans le sens populaire, qui va passer en boîte de nuit, dans les nightclubs et compagnie, qui va passer à la radio, par un autre biais, en fait, c'est pas le biais du film, on attaque sur le biais du film, les bandes annonces, les trucs, les machins, et ceux que ça intéresse pas, on essaye de les toucher avec d'autres choses, et donc la musique, c'est un truc qui se faisait beaucoup, si vous regardez un film que j'adore comme Romain des Bois, Prince des voleurs, a aussi une musique qui a vachement fonctionné, mais dans le film, en tant que tel, on s'en fout un peu de cette musique. Et le truc, c'est que Prince, donc, il a fait des musiques qu'on peut aimer, pas aimer, ça c'est libre à vous, hein, je suis pas là pour juger ça, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec le film. Et d'ailleurs, Tim Burton lui-même a critiqué en disant, bon, la musique, ok, mais ça n'a rien à voir avec le film, hein. Donc du coup, il y en a qui aimaient beaucoup la musique de Prince, mais qui savaient pas que c'était forcément relié à Batman, donc c'est un petit peu compliqué. Pour la petite histoire, même dans Batman, pour parler d'un truc que j'ai vécu largement, je me souviens que pour Batman Forever, la musique de U2 passait beaucoup sur MTV et compagnie, hein, bah, c'est exactement cette même idée-là. Alors pourquoi je vous parle de musique qui ne colle pas avec le film? Et bien tout simplement parce que la scène où le Joker rentre dans le musée et qui détruisent les œuvres d'art, bah avec cette musique, et ben ça colle pas à l'ambiance. Et disons les choses comme elles sont, je trouve cette scène un peu longuette pour ce qu'elle est, et je trouve qu'elle casse un peu cette ambiance justement un peu sombre, un peu lugubre. Je trouve ça dommage. Comme quoi le film a quand même des défauts, je le sais. On peut aussi parler d'un truc tout bête dans ce film, qui est aussi une chose, non pas qu'on n'a jamais vu, loin de là, on l'a vu plein de fois, mais de la manière dont elle est apportée, c'est assez intéressant. C'est qu'en fait, dans le film, on commence tout de suite par, il y a un homme chauve-souris dans la ville qui traque les voleurs, les assassins et compagnie. D'ailleurs, je profite, le film commence par une petite famille qui se balade dans la rue et qui se fait agresser. Au début, on connaît un peu Batman aussi, on a déjà vu le film 50 fois mais qu'on s'en rappelle plus, on peut croire que c'est le petit Bruce Wayne et on est en train de revoir une espèce de remake de ce qui est arrivé à Bruce Wayne, sauf que c'est pas lui, c'est une autre famille dans l'actualité et Batman va intervenir. Ça déjà c'est un point intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que Batman existe au début du film, c'est une légende, on sait pas trop où on le cherche, ça c'est assez intéressant, c'est vraiment les débuts, mais surtout, on a le droit à l'origin story de Batman, donc pourquoi est-ce qu'il est devenu Batman, on voit les scènes, mais beaucoup plus tard dans le film, c'est pas au tout début, donc la construction est déjà plutôt intéressante, surtout que cette construction est liée au Joker, alors ça fait un petit peu trop, tout l'univers est centré sur certains événements et tout ça, ça fait peut-être un petit peu trop, mais moi j'aime bien, car je me souviens que quand on était enfant, on disait, mais pourquoi Batman il fait ça? Ah, c'est pour venger la mort de ses parents qui ont été tués, donc du coup, comme il a de l'argent, bah, il est devenu Batman. Voilà, j'avais pas besoin de plus. Là, c'est utilisé avec une origine comme quoi ce serait le Joker avant de devenir le Joker, chose qui n'était évidemment pas canonique, mais je sais que ça a été plus ou moins réutilisé dans les comic books par certains, pas par d'autres, etc., etc. Comme d'habitude, les comic books n'ont pas une histoire fixe. Et je trouve que c'est intéressant, du moins ça propose quelque chose, et puis bon, comme moi c'est la première version que j'ai connue, donc forcément c'est celle que j'aime le plus, d'une certaine manière, non pas que ce soit la meilleure, mais c'est celle qui m'a couvé, vous voyez, et je me souviens étant gamin, on me disait, mais qui a tué les parents de Bruce Wayne? Bah je dis, bah c'est le Joker avant qu'il devienne le Joker, c'est évident, t'as pas vu le film ou quoi? Alors maintenant on va aborder un thème qui, je sais, fait parler les gens, mais en fait je sais pas trop pourquoi il fait parler, c'est le fait, est-ce que Batman tue ou ne tue pas? Alors déjà on le sait, dans les premiers comic books, il tuait. Jusqu'à ce qu'il y ait cette censure boum, qui arrive et qui empêche toutes ces choses, et là on est tombé dans le Batman des années 60. Là on essaye de refaire un Batman sombre, etc., comme l'avait déjà justement initié chez Neil Adams ou encore Frank Miller, mais est-ce que tu peux faire un personnage sombre de la nuit, froid, etc., et qui ne tue personne? Je dis qu'il ne tue personne, surtout dans le fait que il est en train de combattre un gang armé qui tire dessus, qui se combat avec des sabres. Comment tu veux, honnêtement, combattre ces méchants sans en tuer aucun et que ce soit crédible? Parce qu'il faut pas oublier que pour faire ce film, ils ont gardé l'idée qui avait été faite pour Superman le film, c'est-à-dire qu'il faut que ça ait l'air crédible, il faut que ça puisse avoir lieu plus ou moins dans notre monde, certes de manière comic book, mais qu'on y croit d'une certaine manière. Honnêtement, t'es entouré par une vingtaine d'adversaires qui veulent te tuer avec des flingues, des trucs et des machins, et toi non, hop, je l'attache, clac, hop, je l'assomme gentiment.
Moi aussi j'adore les films d'arts martiaux, mais quand on veut faire un truc un peu plus urbain, un peu plus justement film noir, c'est un petit peu compliqué. Personnellement ça ne m'a jamais gêné, j'ai toujours trouvé que c'était logique, surtout que, on peut dire, pour parler légalement, qu'il est dans une situation de self-défense. Alors ça, c'est lui qui attaque parfois, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des mecs dangereux et armés. Ouais, je veux dire, il n'est pas en train de se taper la discussion avec pour savoir qui a gagné un match de foot, quoi. On va faire simple. Donc pour terminer cette vidéo, vous voyez, je vous ai pas tant fait une critique de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. C'est un film culte à mes yeux, je peux pas, voilà, c'est comme ça, et il est très bien. Je veux dire, il est parfait, non, il est pas parfait, il est très bien. C'est un film qui a eu un énorme succès à son époque, c'est un film qui a imposé l'image de Batman aux yeux du public, ça je tiens quand même à vous le préciser, qu'il a imposé durablement, même si par la suite, il y a eu Batman 2, donc Batman Returns, qui a été encore plus sombre, et encore plus Tim Burton d'une certaine manière, et ensuite on a essayé d'alléger, mais toujours en étant dans la continuité quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et après, par la suite, ça a coupé, parce que trop dans la continuité, mais en mode retour vers les années 60, et même quand Nolan a repris Batman, eh ben, il ne pouvait pas se défaire de l'image du Batman de Tim Burton, c'était impossible de faire autrement. Même s'il s'en est éloigné évidemment, mais il ne pouvait pas totalement lâcher l'affaire, on va dire. Donc, un film à voir, absolument, un film qui a cartonné, un film qui a marqué les esprits, un film qui est excellent. Si vous aimez les films de super-héros, c'est un immanquable, c'est même plus qu'un immanquable, c'est un immanqué, parce que si vous ne l'avez pas encore vu, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Si vous ne l'avez pas vu, il y a un problème, tu vois. Logique. Le film est une pierre angulaire dans le monde des super-héros, c'est l'un des deux grands films de super-héros jusqu'à l'avènement dernièrement, avant même le MCU, je parle des trucs genre le Spider-Man de Sam Raimi. J'ai envie de vous dire que c'était le grand film de super-héros, avec Batman Returns évidemment, avant ce Spider-Man là. Il y en a eu peut-être un ou deux autres qui sont intéressants, qui sont restés, mais c'est le gros film avant l'arrivée de Spider-Man. Et par conséquent, vous pouvez pas le louper les gars. C'est pas possible autrement. Si vous l'avez loupé, il faut le voir. Bon, j'ai déjà dit ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Vous savez déjà quel comic je vais vous présenter, parce que j'aurai vraiment rien d'autre. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Oui, donc j'ai galéré pour choisir un comics pour cette partie, c'est pour ça que j'ai tapé là-dedans. Donc je vais vous lire les noms. Donc il y a Denis O'Neill, il y a Jerry Ordney et Steve Olive. Alors pour ceux qui ne savent pas, les films de super-héros, ils étaient adaptés en comic book, et le but c'était que ça y ressemble d'ailleurs. On voit que c'est Michael Keaton, on voit que c'est Jack Nicholson clairement, le costume c'est le costume de Batman, et on reprend l'histoire un petit peu simplifiée certes, je sais qu'il a été édité en français, hein, vous en faites pas, je l'avais lu aussi en français plus tard, étant plus grand. Et il avait une, qu'on appelle ça, celui-là c'est une soft cover, il avait une hard cover aussi, j'ai vu. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, elle ressemblait à ça, l'édition française. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus, si ce n'est que ça respecte le film, qu'il y a des... Les dessins sont très beaux parce que ça respecte vachement bien l'ambiance globale. Celui-là, je peux l'ouvrir, vous voyez, contrairement à ceux édités par Urban, je peux l'ouvrir sans autre. En plus, parce que c'est l'adaptation du film, donc c'est pas hyper grave, l'important c'est le film, hein, disons les choses comme elles sont. Donc il y a certains passages qui sont pas édulcorés, mais qui sont un peu passés sous silence, c'est normal, hein, ça a été fait sur d'autres versions, parce que normalement j'ai aussi Batman et Robin. Ouais, c'est pas une blague. En forme comic book, d'ailleurs je l'avais lu en comic book avant que le film sorte, parce que c'est fait pour accompagner. Et en fait, à part le fait qui reprend le scénario et qui reprend une ambiance de folie. Je vous conseille évidemment plutôt de regarder le film parce que c'est l'œuvre, ça c'est une novélisation, c'est pas hyper intéressant. Mais, qu'est-ce que vous voulez, j'étais gamin et c'est Batman quoi. C'est ce qu'on appelle une présentation de comic book bidon parce qu'on n'a aucune idée. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, ciao tout le monde.